Donc nous, l'IFREMER a en charge de la surveillance plutôt sur la partie marine, le littoral, donc comme il a dit, étant assuré par le CEDRE. Alors, on a 4 indicateurs qui sont demandés par la DCSMM, qui est en fait notre cadre de travail. On est vraiment lié à la directive. Et ces indicateurs, il y en a sur les plages, donc c'est typiquement comment dire, le CEDRE. On a les déchets qui sont en mer, que ce soit à la surface, sur les fonds ou éventuellement dans la colonne d'eau. Et puis on a les impacts par ingestion de certains déchets. On a les microplastiques également. Et donc là, c'est le CEDRE qui traite pour la partie littorale et nous la partie marine. Et puis donc un nouvel indicateur qui vient de la révision en 2017 et pour lequel on a très très peu d'informations actuellement. On n'a non plus pas beaucoup d'outils à mettre en œuvre. Et donc on travaille justement sur la genèse de nouvelles possibilités. Donc on a, comme ça a été dit tout à l'heure, différents dispositifs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas nécessaire. Simplement vous donner des exemples des différents indicateurs tels qu'ils ont été mesurés. Donc vous voyez par exemple, là c'est les déchets sur les fonds, déchets flottants, pardon. Alors il faut savoir que la France est le bon élève au niveau européen. On est les seuls à avoir une couverture quasiment totale du littoral et à rapporter sur les déchets flottants. Les autres ont estimé que c'était pas suffisamment mûr. Pourtant les protocoles existent, ils sont mis en œuvre par les observateurs sur les campagnes halieutiques et ça marche très 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 bien. Et donc vous voyez une couverture qui est assez importante, qui a été étendue depuis peu au golfe du Lion également, et on a des possibilités de caractérisation des différents types. Ce sont principalement des plastiques. On a également donc l'évolution dans le temps, et puis une cartographie si c'est nécessaire pour voir les zones d'accumulation. Donc c'est pas encore interprété, on a toutes les données sur tout le littoral. Ça prendra beaucoup de temps parce que c'est le premier exercice où on a un jeu de données complet. Ça englobe même plusieurs années, et donc on n'a pas encore épuisé le potentiel, d'interprétation de l'ensemble de ces données. En tout cas, le rapport existe, il est public. Si jamais vous êtes intéressé, on peut le fournir sur l'ensemble de ces indicateurs. Donc, on a également le dispositif qui a été initié par l'Agence aérienne marine protégée et qui a été repris par Acobams et financé, autant que je sache, par le Pélagis. Et donc, c'est un dispositif de surveillance aérienne. Donc, je donnais les exemples de distribution de déchets ce matin, rapidement. Et vous voyez la couverture qui est assez importante. La Méditerranée, l'institution Acobams a couvert l'ensemble de la Méditerranée récemment. Et ce sont des données qui doivent être utilisées, notamment pour le rapportage, avec des mesures qui sont faites tous les 6 ans. Et donc, ça permettra de s'adapter justement au cycle de la directive stratégie marine. Donc ça, ce sont la répartition des déchets. Alors, un exemple de développement technique, je vais approfondir parce que c'est assez original. C'est un outil, ça appartient maintenant à la société Boeing, ça a été créé il y a 7 ans. C'est un outil c'est un drone en fait, avec une espèce de surf en surface, une laisse, et puis un système avec des ailes qui utilise le mouvement des particules d'eau. Vous savez peut-être pas, mais l'eau bouge sous la surface de l'eau. Alors, c'est plus marqué lorsqu'il y a des vagues, c'est plus marqué lorsqu'on prend une vague sur la tête et qu'on remonte derrière, mais en fait, ces particules bougent. Et quand le dispositif qui est équilibré dans l'eau monte vers le haut, en fait, les ailes le bloquent et l'obligent à aller vers l'avant. Et quand il descend, elle se bloque aussi, ça l'oblige à aller vers l'avant. Donc c'est assez original. Et c'est un système qui a traversé le Pacifique, qui a fait le tour de l'Atlantique. On peut envoyer dans des zones extrêmes, comme par exemple à Fukushima, ça a été fait, ou sur le volcan hawaïen. Et donc on a monté une caméra dessus, vous voyez ici. On le met à l'eau et on est capable, sur plusieurs jours, d'avoir des indications, justement, sur ce qu'on voit. On a trouvé des espèces, des raies mentales, des choses comme ça, des trucs assez intéressants, mais surtout, on a des comptages sur les déchets, vous voyez. Donc, on arrive comme ça à compter. On a des densités qui sont à peu près cohérentes avec les autres observations. Et à terme, on devrait avoir des outils sans moteur. C'est là que c'est intéressant parce que ça ne coûte rien en termes d'utilisation. Simplement l'entretien au bout de 6 mois. Et voilà des exemples de routes. On a fait ça dans le sud de la Corse. Ça, c'est un système d'AIS qui permet de détecter les bateaux et les risques de collision et d'éviter de changer le cap automatiquement. Et puis des rencontres un peu particulières. C'est le BLM. Le BLM, c'était en juillet l'année dernière. Voilà, donc ça, c'est les outils futurs de la surveillance. On travaille dessus. Ça prendra encore un petit peu de temps, mais ça marche déjà. Sur quelques jours, on a des données qui sont à peu près cohérentes. Alors, sur les fonds, on utilise les campagnes de surveillance des espèces halieutiques, des stocks de pêche, en fait, qui sont utilisés pour la définition des quotas normalement. Et comme c'est des chalutages réguliers, avec une stratégie d'échantillonnage qui est excessivement rigoureuse, ça nous permet d'avoir des données qui sont tout à fait solvables, même si c'est sur des fonds meubles et que ça évite malheureusement les milieux rocheux. Et donc on a une couverture qui est excessivement importante, là aussi. On a des données depuis très longtemps, et vous voyez l'évolution dans le temps. Alors, voilà ici où ça a relativement peu varié. La distribution géographique également. Et ça, c'est vrai pour toutes les régions, toutes les sous-régions marines. On a donc une couverture totale des côtes françaises. Donc, ça nous permet d'avoir une analyse de la typologie justement des déchets, et en particulier de regarder les déchets sur lesquels il y a des mesures, par exemple les sacs plastiques à gel unique, déchets de la pêche et autres. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur la bancarisation.
voilà un exemple. Alors, ça avait été initié dès 1994. Ce n'était pas dans le cadre de la directive. C'était vraiment un programme expérimental. Et on a des données. Là, ça s'arrête à 2009. Mais en fait, on va jusqu'à 2019. Et sur 25 ans, on a une augmentation simplement sur les dernières années. Mais sinon, globalement, assez curieusement, les déchets sur les fonds restent à peu près constants. Et donc, soit ils se dégradent vite, soit ils vont quelque part et on ne sait pas où. Mais enfin, il y a encore quelques questions relatives justement à... Voilà, donc j'ai montré cette carte ce matin sur la distribution de déchets sur les fonds Atlantique. On a la même chose en Méditerranée. Et donc pour nous, ça nous permet d'avoir un bilan complet. Et vous voyez donc des différences de répartition et donc peut-être des zones sur lesquelles il est intéressant d'intervenir. Alors le programme de surveillance, en fait, il essaye d'élargir un petit peu. Et depuis l'année dernière, il y a eu des campagnes expérimentales. On va intégrer les campagnes côtières de l'IFREMER qui sont normalement faites pour les stocks, pour les larves, en fait, pour essayer ce qu'on appelle c'est les campagnes nurse notamment, tout ce qui est larves et autres. Et donc, comme ce sont des outils qui permettent d'avoir une collecte des déchets, on utilise ça et on compte et on commence à voir les premiers résultats. Ça veut dire que dans le prochain cycle, on aura en plus des campagnes halieutiques classiques, on aura toute la partie côtière avec une analyse à venir plus approfondie. Donc ça, c'est les développements justement sur la partie. Et puis on a également à l'IFREMER, vous le savez peut-être, et probablement on opère les sous-marins, donc on est capable de descendre très profond, très loin. Et donc, sur des campagnes opportunistes qui sont dans les eaux sous la directive, on peut utiliser ces données et avoir un bilan des déchets dans les zones les plus profondes, qu'on ne peut pas atteindre par chalutage, par exemple, et puis même éventuellement étudier les interactions qu'on pourrait avoir avec les différentes espèces, et donc rentrer dans le dispositif du descripteur 10C4. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple sur les pentes continentales. Donc, on peut analyser systématiquement toutes nos campagnes, on l'a fait pour d'autres. Après, donc, on a ce dispositif pour les microplastiques flottants. Donc, le CED va traiter la partie sur les plages. OSPAR va instituer un nouvel indicateur qui est actuellement candidat sur les sédiments côtiers au fond. Et donc, vraisemblablement, on intégrera ça, nous, dans nos dispositifs. Donc, il y a encore un travail sur les protocoles. Mais sur les flottants, on a quelque chose qui tient la route. Et même si c'est plutôt des campagnes opportunistes pour limiter les coûts, on n'a pas de campagne dédiée. En fait, systématiquement, on collecte nos données et on arrive à avoir des informations sur leur distribution. Alors, ce n'est pas facile dans la mesure où on a une information sur une zone plutôt que sur un point. Parce qu'avec les courants, les microplastiques, en 1 heure, ils sont ailleurs. Et donc, c'est très difficile, si vous voulez, de passer outre ce qu'on appelle la micro-répartition. Et donc, on rapporte plutôt au niveau de la sous-région. Et donc, par exemple, on a l'évolution. Vous voyez, ça, c'est l'exemple de la Méditerranée. Et là, c'est pareil, les densités ont relativement peu changé dans le temps. Alors, c'est important parce qu'en termes de gestion, s'il y a une mesure qui est prise, on pourra voir effectivement comment ça va diminuer. Mais pour l'instant, sur le réel, sur ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup de changements. Alors, on a ces deux indicateurs qui ne sont pas mandatory, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, mais sur lesquels la France a investi et a un suivi. Il a même proposé à OSPAR d'inclure les tortues comme indicateur candidat, ce qui a été retenu, et ça devrait passer à un indicateur commun d'ici peut-être à cette année. Et donc, on a des données sur les fulmars. Alors, ce matin, je vous parlais de 10% des granulés industriels dans l'estomac des fulmars. Dans la Manche, c'est un petit peu plus. Ça veut dire que les industriels sont un peu plus responsables dans la Manche qu'ils ne le sont dans la mer du Nord. Mais on voit, par exemple, qu'on est capable de voir un petit peu les différents types de microplastiques qu'on retrouve dans les estomacs d'oiseaux. Ça, c'est un exemple de contenu de microplastiques des fulmars. Sur les tortues, donc, on a eu des données. Alors, l'aquarium de La Rochelle a analysé les données pour le bilan initial en 2011. Depuis 1978, 11 000 données, cétacés, tortues et autres. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que assez curieux, c'est bien, les dauphins ingèrent très très peu de déchets. Le taux d'ingestion, enfin le taux de dauphins qui ont des déchets dans l'estomac est de l'ordre de 1%. Un petit peu plus, 1,02% en Méditerranée, un peu moins de 1% en Atlantique. Et donc les cétacés, d'une manière générale, sauf accident, par exemple, vous avez peut-être vu dans les médias les cachalots qui sont capables de racler sur les fonds. S'il y a des zones où il y a beaucoup de déchets, à ce moment-là, ils peuvent avoir des quantités phénoménales et en mourir. Il y a des cas d'occlusion intestinale, mais malgré tout, les dauphins sont très 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 peu touchés, alors que les tortues, c'est assez spectaculaire. On est à, vous voyez, donc les résultats en Atlantique, en Méditerranée, 83-86% sur le dernier cycle de rapportage. Des tortues, il y a des zones françaises, par exemple à La Réunion, où ça peut aller jusqu'à 100% des tortues qui ont des plastiques dans l'estomac. Donc là, c'est plus des microplastiques, c'est des gros et des petits. Mais c'est quand même assez spectaculaire d'arriver à des espèces, tout simplement parce qu'elles confondent avec les méduses. Enfin, d'une manière générale, les espèces les plus impactées ont des propriétés, des caractéristiques scientifiques ou biologiques particulières. Les fulmars se nourrissent en mer et piquent à la surface. Donc il y a des poissons qui vivent à la surface de l'eau également, qui sont susceptibles d'en ingérer plus. Et les tortues, malheureusement, elles sont gentilles, mais elles n'arrivent pas à faire la différence. Et donc leur taux d'ingestion est particulièrement important. Vous voyez un petit peu ces différents indicateurs. Et pour le 10DC4, donc c'est celui sur l'emmêlement et l'étranglement.
Là, c'est très difficile parce que les taux d'échouage d'organismes emmêlés, si vous voulez, ou étranglés, est assez faible. Il y en a un petit peu avec les phoques en Manche. Et avec la mer du Nord, on envisage justement d'instituer une surveillance régionale. C'est possible, comme ça a été fait sur Fulmar. Ça va être proposé dans le prochain cycle. Et puis, par contre, les gros cétacés qui seraient emmêlés, il y en a. Mais par contre, utiliser ça dans le cadre d'une surveillance, c'est quand même assez difficile parce que le taux est trop faible. Par contre, il y a une opportunité, c'est de travailler sur les interactions qu'il y a sur les fonds entre espèces observées par vidéo ou par plongeur, dans le cas des parcs par exemple, les interactions qu'il y aurait avec les déchets. Et là, c'est beaucoup plus important, notamment les déchets de la pêche, où on a typiquement des impacts qui apparaissent, et dans certaines zones, jusqu'à 40-50% des déchets qui ont des interactions avec, comment dire, certaines espèces, soit des invertébrés qui sont fixés, soit des branches de gorgone qui sont coupées, enfin bref, tout un ensemble de... Et donc, on est en train d'élaborer un protocole dans le cadre de la DCSMM qui sera proposé lors de la révision du document, donc qui devra arriver fin 2019 ou 2020. Et on devrait avoir la possibilité, soit, donc, comme je l'ai dit, au travers des plongées faites régulièrement pour l'inventaire de biodiversité dans les parcs, qui pourraient avoir simplement à tenir comment dire, des informations complémentaires sur la base de protocoles comment dire, bien définis, soit au travers des plongées sous-marins où on peut récupérer sur le milieu le plus profond, avoir comment dire, des informations un peu plus complètes sur cet indicateur-là. Sachant que les Japonais, le JAMSTEC, ont proposé une base déjà à l'échelle mondiale qui répertorie chaque déchet sur les fonds avec les interactions qu'il peut avoir avec la faune, à chaque fois photographiée et autres, une base de données qui a déjà été proposée, donc éventuellement harmonisée avec les bases de données européennes. Voilà, donc ça c'est des exemples, c'était en septembre l'année dernière, c'était en Méditerranée, c'est une campagne avec les sous-marins d'Ifremer, et donc on a des taux d'interaction et on a des quantités sur certaines zones qui sont assez importantes de certains types de déchets. Voilà, là c'est sur le mont Ulysse, c'est en Méditerranée. Alors c'est pas dans la zone des CSMM, mais pour nous c'est plutôt une validation, on va dire, du protocole. Et donc on est en train d'approfondir justement sur les interactions avec les différentes espèces et on devrait arriver à proposer quelque chose à la fois dans les différents projets comme Clean Atlantic auxquels on contribue sur cet indicateur-là, mais également donc, sur des projets méditerranéens et dans un cadre plus général de la DCSMM. Voilà, donc ça j'en ai parlé ce matin, je ne vais pas insister, mais simplement peut-être vous montrer les résultats sur les taux de... Alors c'était fait par la Ligue de protection des oiseaux, la SEPNB plutôt, qui était en lien je crois avec la LPO, autant que je me souvienne. Et donc, c'est les taux d'ingestion. Et vous voyez, par exemple, là, en vert, on est à plus de 20 déchets par nid. Et ça, c'est le pourcentage ici de nids qui sont affectés. En bleu, c'est quand il n'y en a pas. Et par exemple, la rade de Cherbourg, 100% des nids ont des déchets dans leur 100% des nids ont des déchets dans leur constituant. Voilà, bon, le reste, c'est moins important. Par contre, ce dont je voudrais parler, peut-être, c'est la base. Alors, ça a déjà été un petit peu avancé tout à l'heure. C'est la base de données DALI. En fait, elle permet de gérer l'ensemble des données de la DCSMM. Pour la surveillance, c'est important. On a tout un ensemble de problèmes de compatibilité avec les bases européennes. Donc, on transfère les données en fait, systématiquement. C'est le rapportage européen à OSPAR ou bien à Barcelone. Barcelone, c'est en train de se mettre en place. On a déjà développé toute l'infrastructure pour pouvoir accueillir les données concernant le 10DC3 et le 10DC4. Donc, on est en train de le valider, mais ça devrait être fait dans le courant de 2019. Et c'est fait notamment dans le cadre de Clean Atlantic. Et ce qui est important pour nous, alors je ne vais pas détailler la base de données, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'en fait, il y a tout un ensemble d'applications. Alors le rapportage, évidemment, c'est facile. On est en train de développer des routines où il suffira d'appuyer tous les 6 ans sur un bouton pour sortir directement les données qui pourront être utilisées pour le rapportage à la fois au ministère et à la Commission européenne, selon les contraintes qui nous seront données. Des données scientifiques, évidemment, c'est à interpréter et analyser tout un ensemble de publications possibles. Les bases de données européennes, je vais y revenir juste après. Le suivi des mesures du PDS. Et puis les suivis associés aux objectifs environnementaux, et d'une manière générale, l'appui aux politiques publiques. Par exemple, on a eu une réunion il n'y a pas longtemps à l'Assemblée sur les pneus, et donc qui demandait des données. Et donc nous, on est capable, à partir de données de la surveillance, de sortir des éléments, peut-être pas directement sur les pneus, parce que c'est un problème qui est très récent et très particulier. Mais par exemple, la question a été posée il y a 2 ans sur les sacs plastiques, suite aux mesures il y a 1 an. Et donc on a été capable de fournir directement des cartes avec les données qui correspondaient à une demande particulière. Il faut savoir que les données en fait, de la surveillance alimentent les discussions au sein du TGML, sont interprétées au sein du groupe européen en support à la directive. Et la directive sur les sacs plastiques à usage unique est basée en particulier sur des analyses de données venant de la surveillance, dont celle de France, mais d'autres pays également. Et donc il y a une utilité également dans la définition justement des politiques publiques, et ça c'est relativement important. Alors voilà, donc sur les plages, il y a une base de données qui s'appelle EMONET, qui est la DGMAR, donc c'est une base européenne, sur la base des données fournies par la DCSMM. Sur la partie des données concernant les plages, ça restera toujours très sommaire parce qu'il y a déjà des existants, notamment le suivi
est suivi au SPAR, mais par contre, on est capable de dresser des bilans avec les données françaises, mais les données des autres pays, sur tout un ensemble de produits spécifiques. Donc là, par exemple, vous voyez, ce sont des petits sacs plastiques. Et donc, la mesure, par exemple, d'interdiction des sacs plastiques au niveau de la Commission européenne, si on veut savoir si dans 3 ans, 4 ans, c'est efficace ou pas, on verra tout de suite, parce qu'on saura comment ça évolue par site, par région, par sous-région éventuellement. Et c'est là que ça devient intéressant, si vous voulez, comme application de la directive. Donc ça répond donc à une demande d'objectifs environnementaux pour le ministère, qui est en train d'être mise en place. Et par contre, techniquement, si vous voulez, pour tous les gestionnaires, quels qu'ils soient, localement donc, ou à l'échelle européenne, ça permettra d'avoir des données. Donc, autre exemple, ça c'est la composition de différents sacs plastiques, vous voyez. Alors en fait, on a les données déjà pour les autres régions en Méditerranée, cette partie-là, par exemple, les données existent déjà, elles ne sont pas dans la base, elles viennent juste d'être validées. Et donc là, ça permet également de rentrer dans le détail des informations. Et puis, donc, on peut avoir sur chaque site le détail. Ça, c'est les engins de pêche, par exemple. Ça, c'est uniforme dans le golfe du Lion, mais dans certaines régions, dans le golfe de Gascogne, par exemple, Sud-Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'il y en a dans le sud qu'il y en a dans le sud du golfe. Et donc, ça permet de voir dans les régions dans lesquelles il y aurait des mesures plus importantes peut-être à prendre ou à focaliser. Voilà, donc simplement pour terminer, la bancarisation des données et puis l'organisation de la surveillance au sein de la Commission internationale océanographique, l'exemple de la DCSMM est très bienvenu. Et donc on essaye petit à petit, parce qu'il y a une demande du G7 et de tout un ensemble d'institutions, d'initiatives plutôt, d'avoir une surveillance assez globale. Et c'est possible qu'on arrive, comment dire, à calquer cette surveillance. Ça se fera via les conventions des mers régionales, donc OSPAR et Barcelone pour la France métropolitaine, mais Carthagène par exemple pour d'autres. Et ça se fera vraisemblablement sur des modèles qui sont relativement proches de la DCSMM, auquel cas pour nous, il n'y aura pas beaucoup d'investissements pour arriver justement à grandir, si j'ose dire. Voilà, je vous remercie.